Alors, la relocalisation et plus globalement la réindustrialisation, voire même ce que j'appelle la renaissance industrielle, on y reviendra peut-être après, au moins trois enjeux. Le premier, il est clair, après la crise du Covid, où on a vu par exemple qu'on était dépendant pour des blouses médicales ou des gants médicaux, ou bien pour la crise en Ukraine, hein, où on a vu qu'on était dépendant du gaz russe, mais aussi de plein d'autres choses, de l'aluminium, de l'acier qui était fabriqué en Ukraine et en Russie. Donc le premier sujet, c'est que une industrie, ça nous apporte, c'est un élément fondamental de notre souveraineté économique, la souveraineté. Et la souveraineté aujourd'hui, dans le monde qui se présente à nous, où les tensions géopolitiques sont de plus en plus fortes, est quelque chose qui redevient véritablement à l'ordre du jour. On avait imaginé vivre, alors ça s'appelait la fin du monde ou la fin de l'histoire, dans un monde, je dirais, de liberté, de commerce international. Ce monde-là, peut-être qu'il reviendra, mais là on vit une pause de ce rêve-là ou de cette utopie-là. Et aujourd'hui on revient à quelque chose qui est très classique dans l'histoire de l'humanité, c'est des tensions fortes entre des nations, entre des pays et des économies. Et dans ces cas-là, la souveraineté, c'est-à-dire la capacité d'être maître de son destin, économiquement, militairement ou autre, devient absolument indispensable. Et l'industrie est un des outils naturels de la souveraineté. Donc ça, c'est la souveraineté. Vous évoquez aussi l'enjeu environnemental. Deuxième enjeu, c'est effectivement l'environnement. On vit des crises environnementales fortes, hein. 6 des 9 limites planétaires dépassées. On a longtemps opposé industrie et environnement. L'industrie, c'était le mauvais élève contre l'environnement. Ça polluait, ça prenait des ressources. Il s'est passé une rupture fondamentale dans notre pays et plus globalement dans notre société. Il y a quelques années, c'est qu'on a arrêté d'opposer industrie et environnement. C'est-à-dire qu'on a compris que si on voulait répondre aux enjeux environnementaux, comme le réchauffement climatique, mais on peut en prendre d'autres, comme l'utilisation des ressources, il fallait une industrie, mais une industrie différente. Ça veut dire par exemple passer de la voiture au moteur thermique à la voiture électrique. Mais aussi ça veut dire passer d'une économie linéaire où on prenait une ressource, on faisait un bien qu'on jetait, à une économie circulaire. Et ça, c'est des savoir-faire industriels qui peuvent le rendre possible. Il n'y a qu'eux qui savent rendre possible ces solutions-là. On a arrêté d'opposer industrie et environnement. Et puis le troisième enjeu pour moi qui est fondamental dans l'industrie, c'est qu'on a imaginé faire une société de services sans réaliser que les services à haute valeur ajoutée allaient se concentrer dans les métropoles. Je le dis de temps en temps de manière amusée parce que je suis originaire d'Albertville, une sous-préfecture. On ne mettra jamais un plateau de trader à Albertville, mais on le mettra dans une métropole. Et pourtant, si on est dans une économie tertiarisée, ce sont ces métiers-là qui vont apporter de la valeur ajoutée. Et donc, on a paupérisé toutes ces économies de sous-préfecture ou de villes moyennes, à un tel point qu'aujourd'hui, on a une fracture territoriale entre les métropoles et ces territoires. L'industrie est un outil qui nous permet de réapporter de la cohésion territoriale, c'est-à-dire répartir correctement la richesse produite dans le pays entre les métropoles qui garderont leurs fonctions de services à haute valeur ajoutée, des avocats, des financiers, etc. Et des villes moyennes, plus moyennes, qui elles peuvent développer un outil productif avec des vraies carrières, avec des vraies compétences, avec de la vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, le PIB de l'industrie en France, c'est à peu près 10%. Qu'est-ce que ça impliquerait de monter le PIB de cette industrie à 12%? Alors, aujourd'hui, on est effectivement à 10%. Il y a des gens qui, comme par exemple Nicolas Dufour, qui disent qu'il faut qu'on passe à 12%. Il y a même eu une déclaration ministérielle disant qu'il fallait qu'on aille à 15%. Ce sont des scénarios qu'on commence à étudier. Et je vais vous donner quelques éléments parce qu'on sait maintenant, si on devait aller de 10 à 12%, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, chaque année, l'industrie a besoin de gens formés au métier de l'industrie. Je mets de côté les ingénieurs, hein, donc du CAP jusqu'au bac plus 3, d'à peu près 80 à 85 000 personnes par an formées à ces métiers-là. Si on veut aller à 12%, il faut faire monter ce chiffre à 110 000 personnes par an. Si on veut aller de 10 à 12%, il va nous falloir du terrain, du foncier pour de nouvelles usines. On en astreindra une partie à côté des usines existantes. On essaiera de compacter les sites industriels, mais de toutes les façons, il va nous falloir du foncier supplémentaire, de l'ordre de 20 000, 25 000 hectares, à peu près une trentaine de milliers de terrains de foot, sur toute la France, hein. Et finalement, c'est pas beaucoup. C'est ça qui est important, même si le chiffre paraît très important, ce n'est pas beaucoup à l'échelle du territoire français.
Qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi? Il nous faudra de l'argent pour investir. Et là, on imagine qu'il nous faudra à peu près 300-400 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, en plus de tout ce qu'on fait tous les ans, hein, pour réinvestir, pour maintenir notre outil productif à 10% du PIB, 10% de la valeur créée. Et ben, pour aller à 12, il va falloir investir un peu plus, 300 ou 400 milliards d'euros environ. Justement, tout à l'heure, lors de votre conférence, vous avez évoqué un chiffre plutôt intéressant lié à l'épargne collective de ce qu'on a sur nos livrets A, tous additionnés, qui est de 6600 milliards. Est-ce qu'on pourrait imaginer un projet de société justement où une partie de cette épargne servira à financer un projet de l'industrie, de la renaissance industrielle française? En tous les cas, moi, c'est ma conviction. Ce que je dis, c'est aujourd'hui, en fait, nous sommes un pays riche. Alors, je ne dis pas que la richesse est répartie équitablement ou de manière égale, mais nous sommes un pays riche et nous avons beaucoup d'épargne. On a 6600 milliards de produits financiers, le livret A, le plan d'épargne, tout ça. On a aussi un gros patrimoine immobilier, nos appartements, des maisons, etc. Je mets celui-là de côté, on ne va pas toucher. Si simplement nous étions capables de flécher 2%, même 3 on va dire maximum, de notre épargne financière vers l'industrie, nous aurions les moyens d'investir pour refaire industrie en France. Cet exemple me paraît très fort parce qu'il démontre que là où on dit qu'on a un problème, il n'y a pas assez d'argent pour investir dans l'industrie en France, et c'est une réalité. En fait, la solution existe. Nous avons ces moyens-là, nous avons cette ressource-là, simplement nous n'avons pas encore décidé de l'allouer, de la flécher sur l'industrie. Si nous fléchions seulement 2 à 3% de notre épargne financière collective, nous aurions résolu les questions de financement de notre réindustrialisation. C'est quand même une super bonne nouvelle. Et une petite question qui est, mais pourquoi nous ne l'avons pas déjà fait? Autre question, vous participez aujourd'hui à un accélérateur pour encourager des entreprises à relocaliser une partie de leur production. En quoi ce type d'événement est très important? Vous avez notamment souligné dans votre propos de dire que les industriels étaient la solution. Alors, il y a les industriels et le territoire dans lequel ils sont. C'est pour ça que cet accélérateur ici est si important. Première chose, ceux qui font l'industrie, les faiseurs et les faiseuses de l'industrie, ce ne sont pas les politiques. Donc ceux qui referont de l'industrie, qui feront des nouvelles usines, qui prendront des risques, ce sont des entrepreneurs industriels. Ils ont plein de caractéristiques, ils sont des entrepreneurs, ils sont audacieux, ils ont des compétences techniques, ils connaissent leur marché, mais c'est eux les faiseurs et les faiseuses de l'industrie. Le deuxième élément qui me paraît clé, c'est que j'aime beaucoup cette étude qui a été faite par la Fabrique de l'industrie qui dit que les facteurs de succès de nos PMI et de nos ETI, pas de nos grands groupes, mais ceux qui font vraiment le tissu industriel français. En France, il y a 80 grands groupes industriels, il y a 1500 ETI, il y a 20 000 PMI industriels. Donc ceux qui font tout ce tissu-là, 40% des facteurs de succès sont liés au territoire. C'est énorme. Oui. 10% à peu près à la filière dans laquelle ils sont, et 50% à la macroéconomie. Est-ce qu'on est en croissance, en décroissance? Est-ce qu'il y a de l'inflation ou pas? La partie macroéconomique. Si cette étude était suivie à la lettre, alors elle sera sans doute contestée, en fait, si on voulait faire une politique industrielle, on ferait une politique de macroéconomie et une politique de territoire. Le territoire est clé dans le succès d'une industrie parce que les chefs d'entreprise peuvent s'aider les uns les autres. Il y en a un qui est fournisseur de l'autre, il y en a un qui va apporter, ils vont faire une co-innovation ensemble, ils vont, etc. C'est pas forcément des relations commerciales pures, être le client-fournisseur. Il y a plein d'autres choses que dans un territoire, on peut apporter industriel. On parlait tout à l'heure du foncier. Avoir des élus qui sont engagés sur l'industrie et qui font en sorte que les procédures de permis de construire et de foncier soient faciles, c'est un véritable avantage, c'est un facteur de succès. Même chose pour la formation. On a évoqué tout à l'heure la souveraineté. Alors c'est un peu une question piège, mais cette souveraineté, elle est européenne ou elle est française? Ça, c'est une vraie question. Historiquement, la souveraineté, c'est la capacité de l'ultime décision. Et donc, historiquement, si on prend la construction de nos systèmes politiques, celui qui détient la souveraineté, c'est l'État. Elle n'a pas été transférée au niveau européen, juridiquement. Néanmoins, on a une réalité économique.
La France, c'est peut-être 3% du PIB mondial. C'est petit. On ne pèse plus dans l'économie mondiale. L'Union européenne, c'est 15, 16 ou 17%. Ça pèse dans l'économie mondiale. Et donc, si on parle de souveraineté économique et de rapport de force avec la Chine et les États-Unis, c'est d'abord l'Europe qui pourra nous aider. Et donc, on a un décalage. L'échelle économique pertinente, c'est bien l'Union européenne. La réalité du pouvoir de la souveraineté, il est au niveau national. Et entre les deux, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le bon équilibre. C'est une question, je dirais, un peu pour les générations à venir. La réponse que j'essaye d'apporter aujourd'hui, à ma façon de faire, j'ai été très pro-européen. C'est-à-dire que je pensais que la souveraineté économique était un sujet européen avant tout. Aujourd'hui, je constate que l'Europe ne sait pas décider rapidement, ne sait pas décider à la vitesse des différentes crises qui sont les nôtres. Et donc, je pense que les États-nations, eux qui ont cette capacité de décision, doivent se mettre en route, réintégrer la souveraineté économique dans leur grammaire, dans leur lexique. On l'avait un peu oublié depuis les années 90, et servir d'aiguillon pour que l'Europe bouge ensemble. Merci beaucoup. Et je vous en prie.